Il est peut-être le plus grand joueur francophone de tous les temps, celui avec la plus grande histoire, avec le plus de fans, le plus de rebondissements et probablement un de ceux avec la légende la plus intéressante à suivre et à raconter. Adil Benrahma, ou plutôt Scream, est aujourd'hui connu de la plupart des fans d'e-sport récents de par son rôle de capitaine de l'équipe Valorant de la Karmine Corp en VCT. Mais si vous suivez l'e-sport des Tactical FPS depuis un peu plus longtemps, ça doit bien faire 10 ans que vous entendez parler de Scream. Vous entendez parler de ses exploits, vous entendez parler de ses victoires, vous entendez parler de ses one-tap. Adil naît en 94 à Bruxelles en Belgique et à 10 ans son grand frère lui offre Counter-Strike Source quand le jeu sort en 2004, un jeu où 5 terroristes doivent poser une bombe et où 5 GIGN doivent les en empêcher. Ils joueront énormément ensemble, entre frères, avec leur tout petit frère 7 ans plus jeune que Scream comme seul public. Le truc c'est que Scream devient vite meilleur que son frère, meilleur que la plupart des gens, à tel point qu'à 15 ans seulement, il se déplace déjà en LAN et fait déjà de très bons résultats. Il est déjà terrifiant et dans ses équipes il sera l'homme à abattre en premier si tu ne veux pas perdre le round. Il entrera périodiquement dans plusieurs équipes françaises pendant les premières années de sa carrière, en passant de 3D Max à LDLC, puis à Millennium quand CSGO sortira, pour enfin trouver sa première équipe dans laquelle il restera plus d'1 an en février 2013, et dans laquelle la scène internationale apprendra à le connaître, Very Games, une équipe mythique, probablement la meilleure de l'histoire de Source, qui sera, en partie grâce à Scream, considérée également comme la meilleure équipe française et une des meilleures équipes du monde des débuts de CSGO. Il y rencontrera des légendes de l'e-sport CSGO, comme Existence, un des meilleurs IGL de l'histoire, et Kenny S, streamer et légende du jeu très populaire, qui a d'ailleurs pris sa retraite compétitive très récemment. En termes d'efficacité, il n'y a pas mieux que lui, c'est compliqué pour les tactiques, etc. Mais on lui donne un rôle qui est simple à jouer parce qu'il prend le rôle de RPK. Scream, ça me disait bien pour RPK, je me disais pas. Un fixe, là, comme ça, là, il va tuer tout le monde. Et ce qu'on lui demande, c'est de pas bouger, de tuer les gens. Il le fait hyper bien. C'est un super pic. À ce moment-là, tout le monde dit qu'il est fort, mais je pense qu'il est encore plus fort que les gens pensent à ce moment-là. Scream aura l'occasion de briller dans cette équipe en se plaçant très souvent en haut des classements de joueurs par match grâce à son nombre effarant de frags. L'équipe est facilement dans le top 3 des meilleures équipes du monde en 2013, mais n'arrive pas à gagner les tournois les plus importants et à conclure sur les grosses rencontres. Ils finiront en demi-finale du premier major CSGO de l'histoire et l'équipe est rachetée par Titan pendant la professionnalisation de la scène. Elle perd malheureusement un peu en vitesse, mais reste au sommet du CSGO compétitif et Scream se hisse comme le 7ème meilleur joueur du monde sur l'année 2013 à seulement 18 ans et aux côtés de 3 de ses coéquipiers. Maintenant, quand on regarde les 6 joueurs au-dessus de lui dans le classement, il n'y en a pas un seul qui est plus populaire que lui et qui s'approche de peu de son nombre de followers sur Twitter. Qu'est-ce qui le rend aussi spécial? Il faut savoir que Scream a une manière assez particulière de s'entraîner. Ce qui le différencie des autres, c'est qu'il a passé des centaines, voire des milliers d'heures à jouer dans des serveurs headshot only, c'est-à-dire que dans ces serveurs, vous jouez à CS, mais votre arme ne tue pas si elle ne touche pas dans la tête. Donc ça vous oblige à tout le temps viser les têtes de vos adversaires et de les tuer en un seul coup. Et ça, les joueurs pros de l'époque, ils le faisaient pas tant que ça, ou en tout cas pas autant que lui. Ce qui le démarque encore plus, c'est aussi comment il met ses headshots. Contrairement aux autres joueurs, il ne va pas tirer une dizaine de balles mais one tap, c'est-à-dire juste tirer 1 ou 2 balles dans la tête la plupart du temps. En 2012, Dupré, la légende du Danemark, aujourd'hui chez Vitality, avait un pourcentage de headshot de 56,2%. Ça veut dire que sur tous ses kills de l'année en compétitif, plus de 56% étaient via des headshots. C'est un chiffre énorme, bien au-dessus de la moyenne, qui lui permet de se hisser à la seconde place du classement des headshots de la saison. Car ouais, le pourcentage de Scream qui était évidemment premier était bien au-dessus, il était de 70%. Donc là il mettait 15% au deuxième du classement qui était déjà un monstre en termes d'aim, c'est-à-dire la capacité à bien viser, et cette place de premier c'était pas juste une année de chance ou une année où il a mieux joué que d'habitude. Entre 2012 et 2019 jusqu'à la fin de sa carrière sur CSGO, Scream restera à la première place de ce classement des headshots, un record qui ne sera sûrement jamais égalé. Faut se rendre compte que même dans les années les plus dures où les résultats par équipe n'étaient pas présents, il gardait sa régularité et était largement considéré comme le joueur avec la meilleure aim du monde. Il devenait une vraie star en Belgique, genre en 2018 il avait plus de followers sur Twitter que Jean-Claude Van Damme lui-même. Mais attendez une seconde, j'ai parlé d'années compliquées. Malheureusement, CSGO c'est pas un jeu individuel et c'est pas parce qu'un de vos joueurs est le meilleur du monde que vous allez forcément gagner. Après une très belle année 2013 chez Very Games, l'équipe est rachetée par Titan en 2014 et les résultats deviennent assez décevants. Une 12e place pour le 2e et le 3e major de CSGO, il n'arrivait même plus à gagner les bêtières et après le SL Cologne en août, il quitte Titan pour entrer chez Epsilon sans savoir qu'il ne pourra même pas participer à la DreamHack Winter 2014, un autre tournoi très important à cause du ban de son coéquipier SF pour cause de triche. Et ouais, encore une occasion de rappeler la gangrène qu'est la triche pour la scène CSGO professionnelle.
Après tout ça, s'ensuit des années très compliquées pour Scream, qui reste très bon pour faire des frags, mais quelque chose ne marche tout simplement pas, quelque chose manque. Il y avait bien un peu d'espoir en 2015 chez la team Kinguin et en 2016 chez G2 quand il finira à la 9ème place du classement HLTV, mais ces équipes sont trop inconstantes et n'arrivent pas à bien performer dans les tournois les plus importants. 12ème place à la DreamHack Open, 12ème place au MLG Major, bottom 16 à l'ESL Cologne 2016, 14ème place à la E-League Atlanta 2017, bref, c'est probablement le joueur avec les meilleures stats pour la moins bonne carrière. Le pire dans tout ça, c'est que c'est vraiment pas tout le temps de sa faute. Il a eu énormément de coéquipiers bans, ce qui fait qu'il change souvent d'équipe et a eu des problèmes pour participer à certains tournois. En plus, quand on change souvent d'équipe, c'est difficile d'instaurer un jeu collectif poussé et les gens commençaient à douter des capacités de Scream à faire autre chose que mettre des têtes. Ouais, c'est bon, il met des headshots, il fait des frags, mais on aimerait bien qu'il communique plus, soit plus collectif et ait un meilleur sens du jeu. Il est loin d'être polyvalent et n'est pas non plus très spécialisé comme un sniper ou un support. Bref, on n'a pas besoin d'un joueur comme lui au top niveau, même s'il vise très bien. La religion du headshot, l'obsession du viseur chez Scream, ça l'empêche d'être un joueur d'équipe. Ça l'empêche de voir aussi les grands plans, les grandes stratégies. Scream, c'est de la puissance de feu brute, mais Shox, c'est un joueur très complet qui apparaît comme une solution. Personnellement, j'aurais préféré Shox. Entre 2017 et 2018, il effectuera ce qui sera probablement la pire saison de sa carrière chez la team Envy, si bien que quand l'équipe le lâche en juin, il ne trouve aucune équipe qui veut de lui et passe l'année 2019 dans des équipes amateurs et chez Gamer Legion, une équipe même pas assez bonne pour participer au Major. Énormément de gens pensent que Scream a été gâché par la majorité des équipes dans lesquelles il a joué, qu'il a été pauvrement exploité par ses IGL, qu'il n'aurait jamais dû jouer le rôle de entry fragger, certainement pas un rôle de star, un rôle où on meurt assez tôt et pas celui qui aurait pu mettre sur le devant de la scène son aim légendaire. Son dernier tournoi professionnel sera le qualifier de la DreamHack 2019 où il échouera à la qualification en septembre et la carrière d'Adil semblait terminée pour de bon. Maintenant, revenons-en en arrière car notre histoire ne s'arrête pas là. Un autre personnage va avoir un rôle très important à jouer dans la légende de Scream. Il s'appelle Nabil Ben Earlytom, plus connu sous le pseudonyme de Nivera. C'est lui, le petit frère de Scream qui regardait ses deux grands frères jouer à CSS pendant qu'il était trop petit pour lui aussi jouer. Et bah figurez-vous qu'en 10 ans, il a plutôt grandi, qu'il est aussi tombé amoureux de CSGO et qu'il vise également extrêmement bien. Il évolue au rôle de sniper, ou hopper en anglais, en gros il est chaud avec la WAP, et commence sa carrière Counter-Strike presque quand son grand frère arrête. Il aura l'occasion de signer chez la team Heretics, une des plus grosses structures d'Europe avec laquelle il brillera pour être repéré par Vitality pendant le confinement, avec qui il remportera 2 événements S-tier d'affilée sur la fin d'année 2020. Problème, Nivera n'était pas titulaire chez Vita. Il était l'invité pour un test de l'équipe de former un roster à 6, ce qui peut permettre de faire des remplacements entre les maps, d'imposer de nouvelles stratégies, et c'était quelque chose de très nouveau dans le CS compétitif. Nivera était certes un excellent joueur, mais il n'était pas indispensable comme Zaiwo ou Apex. Il est donc écarté de l'équipe quand Valve interdit les rosters à 6 de participer à ces tournois. Le truc, c'est qu'on n'a pas parlé d'une des valeurs les plus importantes de Scream et Nivera, la famille. Scream a un sens de la religion et de la famille très prononcé, il veut que les équipes dans lesquelles il évolue soient bien plus que des collègues ou des camarades, il veut se sentir en famille, avec des gens en qui il peut avoir confiance peu importe la situation, et c'est probablement le point le plus important qu'il va développer dans sa seconde vie, dans la résurrection de sa carrière, car Scream ne va pas juste arrêter de marquer l'histoire et quitter la compétition sur une défaite, et bien sûr vous le sentez venir, Nivera ne va pas rester longtemps sur CS, frustré de son expérience chez Vita et poussé par son frère qui ne voulait pas qu'il connaisse la même carrière décevante que lui. 미안해서 어쩌나? Valorant sort en 2020 et Scream se met à jouer énormément au jeu. Il pensait d'abord y jouer juste pour s'amuser de temps en temps, mais adore le jeu et grind la ranked presque tous les jours. Comme il est très fort, il se met bien évidemment à participer à des petits tournois dans des petites équipes. Il rejoint notamment le 15 juin une toute petite équipe du nom de Fish 1-2-3, Poisson 1-2-3, ouais ça s'invente pas. Une team composée à 100% d'anglais mis à part Scream, des anglais comme Soulcas, EC2S, Cryptix et Link, qui sont pour la plupart d'anciens joueurs sub-top de CSGO, Scream étant le seul joueur de l'équipe à avoir déjà participé à un major CS de sa vie. L'équipe s'impose rapidement comme la toute meilleure équipe d'Europe du début de jeu, voire même la toute meilleure équipe du monde de la bêta Valorant, en réalisant une série impressionnante de 7 premières places dans divers tournois. Il n'en fallait pas moins pour être repéré par Team Liquid, une des plus grandes organisations de l'histoire de l'e-sport, et la signature du roster entier est officialisée le 17 août. Le truc, c'est que la tendance a changé par rapport à la chute de Scream sur CS. Là, on est en face d'un Scream sur la montée, en confiance, qui a tout approuvé, dans une équipe qu'il a choisie, avec des moyens et un rôle qui lui sied pleinement, dueliste. Il a juste à faire ce qu'il sait faire de mieux, il doit mettre des one-tap.
Vous vous rappelez quand je vous disais que les équipes de Scream étaient plutôt bonnes mais n'arrivaient pas à se démarquer dans les gros événements? Eh bien figurez-vous que c'est l'exact opposé avec Team Liquid. Le circuit compétitif des VCT en 2021 était assez particulier. En gros, chaque split vous deviez performer dans des tournois qualifiers pour pouvoir participer à des gros tournois qui sont eux aussi des qualifiers mais pour les finales du split qui peuvent vous qualifier pour les Worlds ou les gros tournois internationaux. Liquid aura quelques problèmes en qualifier, si bien que pour le premier split, elle ne se qualifiera pas pour 2 des 3 gros tournois et ne sera pas conviée en finale du split. Mais pour le deuxième split, après une perf très décevante au premier qualifier, l'équipe finit première du deuxième et peut donc participer au deuxième gros tournoi de la saison. Et il faut se dire qu'après autant de résultats assez médiocres, on n'en attendait pas beaucoup de Team Liquid et pourtant ils font une perf monstrueuse, en finissant à la deuxième place, tout juste derrière Fnatic. Avec cette deuxième place, ils peuvent donc participer à la finale du split. Ce tournoi est très important car les 2 finalistes pourront participer au tout premier tournoi international de Valorant, qu'on peut presque considérer comme les Worlds, et donc pour la finale du split, Scream n'avait vraiment pas envie de répéter les erreurs du passé. Liquid walk away being the EMEA Challenger Playoff champions. The amount of doubters this team had, the roster changes that they made, the hard choices they've constantly come through with. C'est simple, sur 4 matchs joués, c'est 4 matchs remportés par la Team Liquid et 4 MVP pour Scream. Pour ceux qui connaissent pas, MVP c'est pour Most Valuable Player, c'est-à-dire le joueur le plus décisif de la rencontre. Scream a porté son équipe au sommet de la compétition et la qualifie pour le Major de Reykjavik en Islande, celui qui placera TenZ comme numéro 1 mondial et où Team Liquid finira à la 4ème place. Scream qui termine en demi-finale du tout premier tournoi international majeur de Valorant, comme il a terminé en demi-finale du tout premier Major CSGO de l'histoire, il était de retour. L'équipe pendant le 3ème split se débrouille vraiment bien mais ne parvient malheureusement pas à être décisive dans les gros tournois et n'est pas qualifiée aux Worlds. Ah, l'histoire semblait se répéter. Cryptix, un des membres fondateurs de l'équipe, souffre de pas mal de problèmes personnels et lâche l'équipe en plein milieu de saison juste avant les Last Chance Qualifiers. Un énorme tournoi réunissant les 8 meilleures équipes européennes non conviées aux Worlds avec une place à la clé. Il fallait trouver un remplaçant en urgence, un remplaçant qui pouvait s'intégrer parfaitement à l'équipe et qui avait le niveau des meilleurs joueurs du monde. Vous vous souvenez de Nivera chez Vita? Figurez-vous qu'il a été bench quelques semaines après ses énormes performances et que le bench a duré plus de 6 mois. Scream qui discutait et jouait encore beaucoup avec son frère le motive à essayer Valorant et chez les Benritom, quand on découvre un jeu comme Valorant et qu'on a 6 mois devant soi, on est obligé de devenir un énorme crack sur le jeu. Le 25 septembre, Nivera est toujours bench de chez Vitality et son frère vient le chercher pour remplacer Cryptix dans un trailer qui restera dans les mémoires. When teammates become brothers, the bond is unbreakable. But what about when brothers become teammates? What a play by. Vous le voyez arriver gros comme une maison, mais Team Liquid détruit le Last Chance Qualifier en gagnant 4 matchs, assez haut la main, 3 MVP pour Scream, 1 pour Nivera. La dictature des deux frères commençait à s'écrire. Après ça, petit tournoi de chauffe en novembre, juste avant les Worlds, avec toutes les équipes des VCT Europe, dont Fnatic et Ascend, les 2 autres équipes invitées aux Worlds, et Liquid ne perdra qu'une seule map sur 6 matchs, en battant notamment et Fnatic et Ascend. Je vous jure qu'à ce moment-là, pour beaucoup de gens, les favoris des Worlds, c'est Sentinel pour les NA et c'est Team Liquid pour les Européens. Problème, Sentinels et Liquid sont seed de manière à s'affronter dès les phases de poule, dans une rencontre qui sera sans conteste une des plus mythiques de l'histoire de Valorant. Bref, Liquid bat Sentinels et finissent les Worlds à la 4ème place en s'affirmant en tant que membre des meilleures équipes du monde. Mais pour Scream, ce n'était pas suffisant. En réalité, sur Valorant, Scream avait un objectif tout autre que sur CSGO. Sur Valorant, Scream veut tout gagner, mais il veut tout gagner avec son frère, avec Nivera, et l'amener avec lui sur le toit du monde. 2 ans plus tard, on est en 2023. L'année 2022 pour Liquid a été moyenne, ni bonne ni mauvaise, en se terminant sur une 8ème place aux Worlds, et les deux frères ont décidé de changer d'équipe pour rejoindre un projet spécial. Une équipe avec un budget et une histoire certainement plus petite que Liquid, mais qui propose un roster 100% francophone et l'opportunité d'écrire une légende. Ils rejoignent la Karmine Corp, qui n'est pas une structure dont le but est d'être rentable et visible comme Liquid. Ce n'est pas non plus une structure qui sert de publicité à une licence ou magasin comme Very Games ou LDLC. Le but de la KC, c'est de gagner les Worlds sur tous les jeux et de fédérer une communauté qui s'impose déjà comme la 2e communauté la plus active sur Twitter, juste derrière Loud. Elle veut gagner les Worlds, peu importe les moyens, peu importe le temps que ça prendra, le même objectif que Scream et Nivera. Malgré une année assez dure où l'équipe n'a pas vraiment pu montrer tout son potentiel, le talent individuel des deux frères reste très bon. Il n'y avait juste pas une bonne alchimie avec l'équipe, et Scream a peut-être été encore une fois mal exploité en étant mis à la place de IGL. Nivera a carrément quitté le roster en plein milieu de la saison et n'a pu être remplacé que par Zeish, l'assistant coach qui, malgré un excellent game sense, n'a bien sûr pas le niveau mécanique des VCT. J'en parle plus dans ma vidéo sur le match K-Corp Koi si tout ça vous intéresse. Avant de réfléchir à si Scream et Nivera changent
changeront d'équipe, il reste une épreuve à nos champions, il s'agit du Last Chance Qualifier des Worlds. Le bracket ressemble à ça, ça va vraiment être très compliqué, mais qui sait, ça serait pas la première fois que Scream et Nifera marquent l'histoire d'un FPS, ce serait pas non plus la première fois qu'ils remportent un Last Chance Qualifier pour les Worlds. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo, elle a été écrite grâce à l'aide de Théo sur Twitter et Nel de la chaîne OnePV. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur l'histoire de Scream, il y a un documentaire sur la chaîne OnePV incroyable en 6 épisodes sur le parcours de Very Games, l'équipe de Scream en 2013. C'est un super docu avec plein d'interviews, notamment PM comme vous avez pu le voir. Si vous voulez voir plus de contenu comme ça, bah il va falloir s'abonner et mettre la cloche des notifications, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Et si ça vous a plu, je vous invite même à mettre un pouce bleu. La prochaine vidéo, ça va être un très gros morceau. À bientôt.